Et il y a encore beaucoup trop de médecins qui continuent à nous prescrire la pilule, qui minimisent nos symptômes, sans nous dire ou même sans savoir que la nourriture, elle peut nous aider à diminuer, voire à totalement soigner ces symptômes. Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour à soi. Je m'appelle Virginia et dans cet épisode, je vais t'expliquer comment adapter ton alimentation aux phases de ton cycle. Et si t'as jamais entendu parler de cycle syncing ou de synchronisation du cycle, tu te demandes peut-être c'est quoi encore cette trend et en quoi ça va pouvoir te bénéficier. La vérité, c'est que ça peut énormément te bénéficier, surtout si tu as un déséquilibre hormonal et donc que tu as des symptômes liés au cycle. Que ce soit le syndrome prémenstruel, des douleurs de règles, de l'acné hormonal, des sauts d'humeur, des fringales juste avant tes règles, et même si tu n'as plus tes règles ou que tu as des cycles irréguliers. Si tu t'intéresses à ton cycle, tu sais déjà que, à moins que tu prennes une contraception hormonale, ton cycle, il a 4 phases différentes. Et si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir ou écouter mon épisode sur les 4 phases du cycle. Mais en gros, on a 4 phases parce que nos hormones, elles fluctuent chaque semaine. Et donc, à chaque phase, et donc chaque semaine, il y a des choses différentes qui vont se passer dans notre corps. Il y a des processus qui vont s'activer pour pouvoir soit produire des hormones, soit pouvoir éliminer les hormones dont on n'a plus besoin. Et donc, quand on a un déséquilibre hormonal et qu'on a donc tous ces symptômes désagréables liés au cycle, c'est le signe qu'il y a un de ces processus qui fonctionne pas bien. Donc, soit que notre corps, il n'arrive pas à produire suffisamment d'hormones, soit qu'il n'arrive pas à les éliminer. Et la magie de la nourriture, c'est qu'elle peut nous aider à faire en sorte que ces processus, ils fonctionnent correctement. Mais parfois, il suffit pas seulement de manger sainement et équilibré, mais il faut qu'on apporte les bons nutriments à notre corps au bon moment. Et c'est assez logique quand on y pense. Chaque semaine, on a des choses différentes qui se passent dans notre corps, on a différentes hormones qui sont produites et utilisées, et donc chaque semaine, on va avoir des besoins différents. Si on pense aux saisons de l'année, à chaque saison, on va avoir besoin d'habits différents. Donc si tu sors toute l'année en short et en t-shirt, selon où tu habites dans le monde, tu risques de tomber malade assez facilement en hiver. Et si tu sors toute l'année en doudoune, en été, je peux t'assurer que tu vas pas te sentir super bien. Et avec le cycle, c'est la même chose. Comme nos besoins, ils vont pas être les mêmes chaque semaine, notre alimentation, elle devrait pas être chaque semaine la même non plus. Et je sais que ça peut paraître assez compliqué de devoir adapter son alimentation chaque semaine, mais je vais te donner des astuces que j'utilise moi-même. Et pour rendre le processus encore plus simple pour toi, j'ai créé une ressource gratuite avec des listes d'aliments à manger selon chaque phase. Comme ça, tout ce que tu dois faire, c'est sortir ta liste quand tu vas faire tes courses et t'assurer que tu prends plusieurs aliments de la phase dans laquelle tu te trouves. Je te laisserai le lien en description. Avant de t'expliquer comment ça fonctionne concrètement et quels aliments il faut manger à chaque phase, je veux préciser que ceci n'est pas une diète. C'est une méthode et c'est un style de vie. Parce que la question ici, c'est pas combien on mange, mais qu'est-ce qu'on mange à quel moment. Et le problème avec les diètes traditionnelles, c'est qu'elles nous disent tout le contraire. On nous dit qu'on doit contrôler ce qu'on mange, qu'on doit contrôler notre corps parce qu'il est imprévisible et qu'on peut pas compter sur lui si on lui laisse trop de liberté. Les diètes, elles nous disent qu'on doit restreindre nos calories, qu'on doit éliminer nos signaux de faim, qu'on doit réduire, voire éliminer certains groupes d'aliments, particulièrement les glucides ou les graisses. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que quand notre corps il reçoit pas assez de nourriture, inclus des glucides complexes et inclus des bonnes graisses, ça l'empêche de produire les hormones nécessaires pour qu'on se sente bien durant notre cycle menstruel, mais aussi pour qu'on perde du poids ou pour qu'on puisse tomber enceinte si c'est ce qu'on veut. Quand on mange pas suffisamment et qu'en plus de ça, on s'entraîne beaucoup et on s'entraîne dur parce que c'est ce qu'on nous dit qu'on doit faire en tant que femme pour avoir un joli corps, notre corps, il entre en situation de stress parce qu'on lui enlève ses ressources. Donc si ton corps, il est en situation de stress, avant même de te faire perdre du poids, avant même d'équilibrer tes hormones, avant même d'essayer de te faire tomber enceinte, il va essayer de survivre. Donc ce qu'il va faire entre autres, c'est stocker des graisses parce qu'il pense qu'il va plus recevoir assez à manger et il va produire l'hormone du cortisol pour gérer ce stress. En soi, le corps, il est super intelligent. Et manger suffisamment, d'une manière qui soutient ton cycle, tes hormones, ton énergie, ça va aider ton corps à gérer ce stress parce qu'il va se sentir nourri, il va se sentir en sécurité, et il va être dans les meilleures conditions pour améliorer ta composition corporelle, pour soigner tes symptômes et pour tomber enceinte si c'est ce que tu recherches. Pour imaginer un peu, notre corps, c'est une fabrique d'hormones. Et les protéines, les glucides et les graisses, c'est la matière première que notre corps il utilise pour créer ces hormones.
Donc si on n'a pas assez de ces matières premières, notre corps il va pas pouvoir produire les hormones et il va tirer la sonnette d'alarme. Donc au final, les régimes restrictifs, ils nous mettent des bâtons dans les roues en tant que femmes. Ça nous vend du rêve, mais réellement, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Que l'objectif soit d'être en bonne santé, de perdre du poids ou d'avoir des enfants. Et c'est assez fou de savoir que la majorité des femmes ont déjà suivi un ou plusieurs de ces régimes restrictifs, moi totalement inclus, parce que c'est ce qu'on pense qu'on doit faire en tant que femme, pour être jolie, pour répondre aux standards de beauté et pour être suffisante. La très bonne nouvelle, c'est que c'est pas comme ça que ça doit être. Et si tu fais partie des personnes qui pensent devoir suivre un régime, j'espère que tu réalises que même si tu le fais dans la plus bonne des intentions, peut-être que c'est justement ça qui cause tes déséquilibres hormonaux et tes symptômes liés au cycle. Donc c'est peut-être ça qui cause tes douleurs de règles, ton acné hormonal. Peut-être que c'est ça qui t'empêche de perdre du poids et c'est peut-être ça qui t'empêche de concevoir. Parce qu'il se trouve que nos hormones, elles jouent un rôle énorme dans notre vie. Et il y a encore beaucoup trop de médecins qui continuent à nous prescrire la pilule pour faire taire ces hormones, beaucoup trop de médecins qui minimisent nos symptômes et qui nous disent que on doit simplement prendre des antidouleurs et que c'est ça d'être une femme. Sans nous dire ou même sans savoir que la nourriture, elle peut nous aider à diminuer, voire à totalement soigner ces symptômes. Et il y a des études qui ont été faites sur le lien entre l'alimentation et le cycle menstruel qui prouvent l'importance de manger ou même d'éviter certains aliments pour avoir un cycle sain et sans symptômes. On a par exemple une étude de 2005 par The Archives of Internal Medicine qui a trouvé qu'une alimentation riche en calcium et en vitamine D diminue les risques de SPM. En lien avec l'infertilité, une étude publiée dans Human Reproduction a relevé qu'une consommation élevée de fast-food est associée à un temps plus long pour concevoir et à un risque accru d'infertilité. On a aussi une autre étude qui a trouvé que les femmes qui suivent un régime qui privilégie des bonnes graisses, des protéines végétales, des glucides à faible indice glycémique, des produits laitiers entiers et des multivitamines avaient jusqu'à 68% de risque en moins de souffrir d'infertilité liée à l'ovulation. Alors bien sûr qu'il faut toujours faire attention avec les études parce qu'il y a toujours tellement de facteurs qui entrent en compte, mais je pense que ça nous donne déjà une bonne idée de l'importance qu'a la nourriture et notre alimentation sur la santé de notre cycle. Dans tous les cas, ce qui compte ici, c'est toi. Ton cycle, ton corps, ton style de vie et peu importe ce que disent les études, il faut toujours faire des tests et voir ce qui fonctionne pour soi-même. Et je peux confirmer que synchroniser son cycle, donc manger, s'entraîner et organiser toute sa vie selon les 4 phases du cycle, ça fonctionne pour moi et ça fonctionne pour plein d'autres femmes. Il suffit d'aller sur TikTok et chercher Cycle Syncing pour voir la quantité de vidéos et de femmes qui parlent de comment ça leur a changé la vie. Et c'est incroyable parce que c'est à la portée de toutes. C'est naturel, on mange déjà tous les jours et il suffit de faire quelques choix différents pour pouvoir soutenir nos hormones et nos niveaux d'énergie qui fluctuent tout au long du mois. Et je suis trop passionnée par ce thème parce que c'est ce qui m'a permis de soigner mon acné hormonal dans le long terme. C'est ce qui me permet de ne plus devoir prendre d'antidouleurs durant mes règles. C'est ce qui me permet de vivre normalement durant ma phase lutéale parce que j'ai plus de syndrome prémenstruel. D'ailleurs, quand j'étais au Mexique en janvier, le premier jour de mes règles, qui est normalement le pire des jours pour moi, j'étais à la plage. Il y a quelques années en arrière, ça aurait été impensable parce que les premiers jours de mes règles, je devais être couchée au lit tellement j'avais mal. Donc j'arrêterai pas de parler de synchronisation du cycle tant que les femmes elles ont pas équilibré leurs hormones. Et je vais encore mentionner que si tu as ou tu penses avoir une condition comme le SOPK ou l'endométriose, il faudra peut-être que tu te fasses soutenir d'autres manières selon la gravité. Mais adapter ton alimentation à tes phases, ça va aussi t'aider parce que la majorité de ces conditions, elles viennent à cause d'un déséquilibre hormonal. Et maintenant oui, parlons de comment manger selon chaque phase. Tout d'abord, petite récap des 4 phases du cycle, et le meilleur moyen pour se rappeler des 4 phases, c'est de penser aux saisons. Le cycle il commence le premier jour des règles. Donc on commence avec la phase menstruelle, qui dure entre 3 et 7 jours, et on considère que c'est l'hiver, parce que c'est la phase où on a le moins d'énergie, où on est le plus introverti, et où on a tendance à avoir envie d'hiberner. On passe ensuite à la phase folliculaire, qui est notre printemps interne, et qui dure entre 7 et 10 jours. C'est la phase où on recommence à avoir de l'énergie et à retrouver notre vitalité. Ensuite arrive l'ovulation, qui est l'été de notre cycle. C'est là qu'on est fertile entre 3
à 5 jours et c'est là qu'on a le plus d'énergie, qu'on veut sortir et qu'on veut voir du monde. Et enfin, on a la phase lutéale qui dure entre 12 et 16 jours. C'est là que notre corps il va commencer à ralentir et se préparer pour une éventuelle grossesse. Et comme je l'ai dit avant, chaque phase active un processus dans notre corps qui va permettre de produire des hormones ou de les éliminer. Et ajouter certains aliments à chaque phase va aider le corps dans ces processus. Donc, si on commence par la phase folliculaire, durant cette phase, on veut soutenir notre corps pour produire la bonne quantité d'œstrogène. Pas trop ni trop peu. Donc ici, ce qu'on veut, c'est des aliments qui sont riches en fibres et en minéraux. Par exemple, des haricots verts, des courgettes ou des carottes. On veut aussi des sources de protéines qui sont riches en vitamine B, donc typiquement du poulet, des œufs ou de la truite. Des aliments fermentés comme la choucroute ou le yogourt pour soutenir la digestion. Et des céréales complètes comme l'avoine, le seigle et l'orge qui sont aussi riches en fibres et en vitamine B6 qui vont aider à maintenir ton énergie dans la durée. Quand on arrive ensuite en phase ovulatoire, nos niveaux d'énergie ils sont au max grâce au pic d'œstrogène. Et ce pic il nous est bénéfique sauf quand on dépasse une certaine quantité d'œstrogène et c'est ce qui peut causer par exemple l'acné hormonal. Si ton acné hormonal elle s'accentue durant la phase ovulatoire, c'est le signe que tu as trop d'œstrogène et donc que ton corps il n'arrive pas à les éliminer. Donc durant cette phase, notre mission c'est d'aider notre corps à métaboliser l'excès d'œstrogène avec des fruits et des légumes qui sont riches en fibres et en antioxydants comme des poivrons rouges, des tomates, des légumes à feuilles, des fraises, des framboises ou du coco. Et selon la médecine chinoise, cette phase elle est considérée comme chaude, ce qui veut dire qu'on va plus bénéficier et qu'on va naturellement avoir plus envie d'aliments qui sont frais et crus. Et ça fait aussi sens parce que durant cette phase, et aussi dans la précédente, notre métabolisme, il est plus lent. Ce qui signifie qu'on aura besoin de moins de calories et qu'on aura moins envie d'aliments qui sont riches, chauds et lourds. Donc ici, par exemple, on peut bénéficier de céréales qui sont plus légers, comme le quinoa ou le maïs. Ensuite, quand on arrive en phase lutéale, notre métabolisme, il s'accélère, ce qui veut dire que c'est totalement normal d'avoir plus faim durant cette phase. C'est pas un moment pour se priver ni pour ignorer ces signaux de faim. Et ici, c'est super important de privilégier des glucides complexes comme du riz complet ou des patates douces parce que c'est ce qui va nous éviter d'avoir des fringales et des envies prononcées de sucre. On va aussi privilégier des légumes comme le chou vert ou le chou-fleur qui sont riches en calcium et en magnésium qui vont nous aider avec la rétention d'eau. Des aliments comme le gingembre ou l'ail pour lutter contre l'inflammation et donc contre les ballonnements et les douleurs. Et des aliments riches en fibres pour éliminer l'excès d'hormones. Donc par exemple, des pois chiches, des poires, des pommes ou des noix. Donc ces aliments, ils vont t'aider à combattre l'inflammation, à booster la production de progestérone et aussi à soutenir ta digestion parce qu'elle a tendance à ralentir durant cette phase. Et avoir une bonne digestion, c'est essentiel pour pouvoir éliminer les excès d'hormones. Si l'excès il n'est pas éliminé, il est réabsorbé par l'organisme, ce qui fait qu'on a beaucoup trop d'hormones et c'est ce qui va causer le SPM et tous les symptômes désagréables qu'on a durant cette phase. Et ensuite, une fois qu'on arrive en phase menstruelle, c'est là qu'on a le taux d'hormones le plus bas, ce qui fait aussi qu'on a une baisse d'énergie et une baisse de bonne humeur. Mais là aussi, on peut compenser avec la nourriture, notamment en augmentant notre apport en protéines et en bonne graisse, ce qui va aussi éviter les problèmes d'ovulation plus tard et contribuer à une fertilité optimale. Parce que toutes les phases, elles sont liées entre elles. La phase menstruelle, c'est aussi la phase où on va perdre le plus de nutriments à travers notre flux menstruel et donc c'est super important de refaire le plein de nutriments, particulièrement de fer et de zinc. Si tu manges de la viande rouge, c'est là qu'il faut en manger. Et sinon, il y a aussi les haricots rouges, les fruits de mer et les algues qui sont recommandés durant cette phase. Donc encore une fois, tu as une ressource gratuite dans la description qui va te dire exactement quels aliments manger durant quelle phase. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il ne faut pas seulement adapter l'alimentation de la phase dans laquelle tu as des symptômes. Parce que manger selon les phases du cycle, ça va non seulement contribuer à ce que la phase dans laquelle tu te trouves, elle se passe bien, mais aussi à ce que les phases suivantes, elles se passent bien. Par exemple, la phase ovulatoire, elle est directement liée à la phase lutéale et menstruelle. Donc si la phase ovulatoire, elle se passe pas bien parce qu'elle n'avait pas les ressources nécessaires pour produire suffisamment d'hormones, ça risque d'avoir un impact sur
ton SPM, sur la longueur de ton cycle et sur tes douleurs de règles. Et de la même manière, si tu manges pas les nutriments nécessaires en phase lutéale et menstruelle, ça risque d'impacter ta phase folliculaire et ovulatoire. Donc peut-être que tu te sentiras pas plus énergisé que ça durant ces phases, alors que c'est censé être les phases où tu as le plus d'énergie et de vitalité. Et en plus des phases qui sont liées entre elles, nos hormones et notre cycle a aussi un impact sur les autres systèmes de notre corps. Donc sur notre cerveau, sur notre système immunitaire, sur notre microbiome, sur notre métabolisme et sur nos niveaux de stress. Donc manger selon les phases de son cycle et avoir des hormones équilibrées, c'est pas seulement une question de soigner ses symptômes ou d'être fertile. C'est aussi une question d'être en bonne santé et au top de notre forme pour pouvoir réaliser nos rêves, pour avoir une carrière incroyable, pour être des mamans, des partenaires, des sœurs et des amis incroyables. Donc par exemple, avoir un bon équilibre d'œstrogène, ça va nous permettre d'avoir une bonne mémoire, ça va nous permettre d'apprendre et d'être de bonne humeur. Mais si on en a en trop grande quantité parce que notre corps il n'arrive pas à les éliminer, ça peut nous rendre anxieuses et ça peut nous mettre dans un état de brouillard mental durant la phase lutéale. Un autre exemple, c'est que certains aliments, ils peuvent augmenter tes niveaux de cortisol et donc de stress, notamment durant la phase lutéale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les phases lutéales et menstruelles, c'est les phases où notre corps il est le plus sensible au stress et donc c'est là qu'il va le plus rapidement arriver à ses limites. Et il se trouve que l'hormone cortisol, elle interfère avec la progestérone. Ce qui veut dire que quand ton corps il arrive à un certain niveau de stress, il va prioriser la production de cortisol et laisser de côté celle de la progestérone. Sauf que la progestérone, on en a besoin. Et on en a besoin suffisamment pour avoir une phase lutéale sans symptômes et sans SPM. Ce qui me fait arriver aux aliments à éviter, surtout durant la phase lutéale et menstruelle. Quand je parle d'aliments à éviter, je veux préciser que c'est pas des aliments que tu dois totalement éliminer de ton alimentation, surtout si c'est des choses qui te font plaisir. Si tu me suis sur Insta ou si tu as écouté mes épisodes précédents, tu sais déjà que je suis contre l'idée de se priver des choses qu'on aime. Tu sais que je mange du chocolat tous les jours, que je bois parfois de l'alcool et que j'adore le tiramisu. Mais c'est vrai que comme je viens de le dire, il y a des aliments qui risquent d'augmenter l'inflammation, d'augmenter les niveaux de cortisol et donc d'interférer avec nos hormones sexuelles. C'est le cas par exemple du café, du sucre raffiné, donc tout ce qui est pâtisserie, biscuits, soda, bonbons. C'est le cas de tous les aliments qui sont ultra transformés qu'on trouve en grande surface et aussi de l'alcool. Il y a une étude qui a trouvé un lien entre la consommation d'alcool et un niveau élevé d'estradiol, qui est une sorte d'œstrogène, et donc bien évidemment que ça impacte notre équilibre hormonal et notre bien-être tout au long du cycle. D'ailleurs, si tu veux aller voir toutes ces études dans les détails, je te laisserai un article de blog dans la description où j'aurai tous les liens des études qui ont été mentionnées dans cet épisode. Et donc ma recommandation de manière générale, c'est d'éviter ces aliments le plus possible et de les consommer uniquement pour des occasions spéciales ou pour se faire plaisir de temps en temps. Maintenant, si tu as un déséquilibre hormonal et donc que tu as des douleurs de règles, le SPM, des migraines, en gros si tu te sens mal durant tes phases lutéales et menstruelles, je te recommande de surtout faire un effort durant ces phases-là et de manger le plus clean, naturel et non transformé possible. Encore une fois, parce que c'est là que notre corps il est le plus sensible. Donc si tu consommes ces aliments durant la phase folliculaire et ovulatoire, ton corps il va être plus équipé pour gérer les dégâts que ces aliments peuvent causer dans notre organisme. C'est bien évidemment pas une excuse pour en abuser, mais perso, ce que je fais, c'est que dès que j'entre en phase lutéale et jusqu'à ce que ma phase menstruelle, elle se termine, je bois plus d'alcool et je fais vraiment un effort pour manger le mieux possible. Et ça m'a permis de voir une énorme différence dans mes symptômes. Et c'est généralement à ce moment qu'on me dit « Oui, mais Virginia, c'est justement durant ces phases que j'ai le plus envie de manger très sucré ou très salé. » Et c'est normal parce que durant cette période, on a nos niveaux d'œstrogène qui chutent, ce qui fait aussi chuter la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va venir jouer sur la régulation de l'appétit et de l'humeur. Donc si tu manges pas les aliments adéquats durant cette phase qui vont t'aider à booster cette sérotonine naturellement, entre autres des glucides complexes et des bonnes graisses, c'est normal que ton corps il va être attiré par ces aliments qui sont ultra transformés parce qu'ils sont bourrés d'exhausteurs de goût, de sucre, de sel et de gras qui les rendent très appétissants mais qui nous en rendent aussi addicts. Et sur le moment, on pense que ces aliments ils vont
nous faire nous sentir mieux et nous satisfaire. Mais tout ce que ça fait, c'est de nous faire entrer dans un cercle vicieux. Pourquoi ? Parce que quand on mange des aliments qui sont ultra transformés et qui sont souvent bourrés de sucre, ça va créer un pic du taux de sucre dans notre sang. Mais comme c'est très vite monté, ça va aussi très vite redescendre. Donc ça crée un crash et ce crash, il amène à une baisse d'énergie, à de l'irritabilité et à des variations d'humeur. Et donc ces déséquilibres et ces montagnes russes, ça va pousser notre corps à aller chercher une nouvelle source d'énergie rapide, ce qui fait qu'on est attiré par des aliments qui sont ultra transformés et qui sont bourrés de sucre. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve prise dans un cercle vicieux parce que chaque pic et chaque crash, il accentue le suivant, ce qui fait que ça entraîne et ça aggrave les fringales, les sauts d'humeur, la fatigue, l'anxiété et donc le SPM et les douleurs de règles. Maintenant, si tu bois une bière durant ta phase lutéale ou que tu manges 2-3 biscuits durant ta phase menstruelle parce que t'en as réellement envie, c'est pas ça qui va tout gâcher. C'est pas ça qui va causer tes douleurs de règles ou ton SPM. Comme dans tout, c'est un équilibre. Et le but, c'est pas de chercher à avoir une alimentation parfaite, parce que ça aussi, ça peut causer du stress, mais c'est juste d'être conscient de ses choix et de savoir que abuser de certains aliments, ça peut contribuer à ce qu'on se sente pas super bien durant ces phases. Un autre point qui revient beaucoup et souvent, c'est le thème du café. Le café, il est tellement ancré dans notre culture et dans nos habitudes qu'on ne se pose pas réellement la question si c'est en train de bénéficier ou non nos hormones. Et il se trouve qu'il y a des études qui ont constaté que consommer une grande quantité de caféine par jour, je crois que en règle générale, ils parlent de plus de 300 mg par jour, ça peut entraîner ou empirer des conditions comme le SOPK ou l'endométriose. On parle aussi d'un lien possible entre la caféine et l'infertilité, autant chez les hommes que chez les femmes. Et on sait aussi que les médecins, ils ont tendance à recommander de diminuer le taux de caféine par jour chez les personnes qui sont enceintes pour éviter le risque de fausse couche. Il y a aussi des études qui suggèrent que consommer du café, ça empêche l'absorption et le maintien de certains minéraux et de certaines vitamines dans notre organisme, comme c'est le cas du magnésium ou du zinc, qui sont essentiels pour notre équilibre hormonal. Et là, bien sûr que ça se joue sur les quantités et sur notre propre tolérance au café, parce qu'on est tous différents. Donc bien évidemment que plus on consomme de café, plus on a de risques, et je pense que c'est juste important d'en être consciente et de se dire « Ah ok, peut-être que si je diminue le café, peut-être que je vais voir des résultats ». Encore une fois, parce que le café, c'est pas forcément vu comme quelque chose de mauvais. Il y a même des études qui ont été faites qui prouvent que le café, ça peut être bénéfique. Mais là, la question se pose si ces études-là, elles incluaient des femmes ou non. Parce que une chose qui est très importante et grave à la fois, c'est que les femmes, elles sont énormément sous-représentées dans les études de santé, notamment parce qu'une femme, c'est plus complexe vu qu'on a des fluctuations hormonales. Mais encore une fois, ici, ce qui compte, c'est toi. C'est de savoir toi comment tu réagis au café et comment ton corps il peut réagir si tu décides de diminuer la caféine. Dans mon cas, arrêter de boire du café, ça m'a énormément bénéficié. Ça a bénéficié mon anxiété et donc forcément aussi mes hormones. Et à la base, j'étais quelqu'un qui adorait son café au lait ou son cappuccino le matin, pas pour l'effet que ça avait sur mon corps, mais simplement pour le goût. Et dès que j'ai appris qu'il pouvait y avoir un lien entre mon café du matin et mes douleurs de règles et mon SPM et mon acné hormonal, j'ai commencé à faire la transition vers du décaf et du matcha durant les phases lutéales et menstruelles. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que moins j'en buvais, moins j'en avais envie. Et donc maintenant, je bois rarement du café, j'en ai rarement envie. Et quand j'en prends un parce que je pense en avoir envie, je finis par regretter mon choix. Juste parce que maintenant, j'y suis plus du tout habituée. J'aime pas l'effet que ça a sur mon corps. Et pour moi, le matcha, c'est la vie. Donc, c'est pour dire à quel point le corps y s'habitue. Et dans tous les cas, si je prends un café maintenant, c'est du décaf parce que je refuse d'avoir ce sentiment d'anxiété dans mon corps. Mais ce que je te recommande de manière générale, si tu as un déséquilibre hormonal, c'est d'éviter le café durant les phases lutéales et menstruelles, ou au moins passer à du décaf pendant quelques semaines ou quelques mois et voir qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, ça va dépendre de chaque personne. Ça va dépendre de ta propre tolérance à la caféine et ça va aussi dépendre du reste de ton alimentation. Quelques conseils pratiques que j'aimerais encore te donner en lien avec le cycle et l'alimentation. Premièrement, c'est que tu ne dois pas changer toute ton alimentation pour être synchronisée avec ton cycle. Le petit truc que j'ai trouvé et qui fonctionne super bien pour moi, c'est d'ajouter les aliments de chaque phase
aux recettes que je mange déjà au quotidien. Donc par exemple, le 90% de mes petits-déj, c'est à base d'avoine, parce que j'adore ça. Donc soit je fais des overnight oats, donc je les laisse reposer toute la nuit dans le frigo. Soit je fais des baked oats, donc je les fais dans le four. Soit je me fais des porridge. Donc ça c'est ma base, et selon la phase du cycle dans laquelle je me trouve, je vais choisir certains fruits, certaines graines et certaines noix. Et tu peux littéralement adapter toutes tes recettes de cette manière. Tes salades, les sauces que tu manges avec tes pâtes, tes currys, tes dalles, tes soupes, ce qui rend le processus hyper simple. Une autre chose, c'est que je me base sur les saisons du cycle. Donc, en phase folliculaire et ovulatoire, qui sont le printemps et l'été du cycle, je vais manger des aliments qui sont crus et qui sont frais. Donc, beaucoup de salades, beaucoup de smoothies. Et en phase lutéale et menstruelle, qui sont l'automne et l'hiver, je vais plutôt manger des soupes, des currys et des dalles. Et je sais qu'au début, ça peut être intimidant. Ça l'a aussi été pour moi la première fois que j'ai été exposée à la synchronisation du cycle, qui a été d'ailleurs à travers le livre In the Flow, qui est malheureusement seulement en anglais. Mais une fois que tu commences à adapter les recettes que tu fais déjà, ou que tu commences à penser à comment tu peux ajouter des aliments aux choses que tu manges déjà, ça devient beaucoup plus simple que d'essayer de tout changer et de créer de toutes nouvelles recettes. Crois-moi, au bout d'un moment, ça devient beaucoup plus simple, beaucoup plus instinctif, et tu vas même remarquer que tu vas avoir envie des aliments dont ton corps il va bénéficier durant la phase dans laquelle tu te trouves. Perso, ça m'arrive toujours en phase folliculaire. J'ai toujours envie de manger les cornichons qui sont dans le vinaigre, ou alors la moutarde en grains que je peux littéralement manger depuis le tube. Et c'est pas un hasard parce que les aliments vinaigrés, ils sont bénéfiques en phase folliculaire pour aider le corps à préparer l'ovulation. Donc c'est quand même assez drôle comment le corps y fonctionne. Un autre point que j'ai déjà mentionné mais que je veux souligner, c'est que manger selon les phases du cycle, c'est pas une question d'être parfaite. Et les diètes, elles ont tendance à nous mettre dans cette mentalité de tout ou rien. Donc soit tu as respecté ta diète, soit tu l'as pas respectée. Soit tu as mangé le nombre de calories que tu devais manger, soit tu les as dépassées. Mais là, c'est totalement flexible. Et quel soulagement! Ici, c'est une question d'ajouter des aliments plutôt que d'en enlever. Et ajouter ou modifier quelques aliments par phase ou par jour, ça peut déjà faire une grande différence. Une autre chose, c'est qu'il ne faut pas seulement manger les aliments qui sont dans la liste de la phase dans laquelle on se trouve. Et il ne faut pas non plus se stresser pour savoir exactement quand commence ou se termine une phase, parce que, comme on l'a vu avant, toutes les phases, elles sont connectées et elles sont liées. Donc, il n'y a aucun souci si tu ne sais pas exactement quand commence ou quand se termine une phase. Le plus simple, et c'est ce que je fais moi, c'est que je prends mon mois, je le divise en 4 semaines et donc chaque semaine est attribuée à une phase. Et un dernier point avec Avena qui nous a rejoint, c'est que l'alimentation, c'est seulement une partie de l'équation. Bien sûr que manger selon tes phases, ça va t'aider à soigner tes symptômes. Mais tu vas probablement pas les soigner à 100% si tu gères pas ton stress, par exemple. Parce que comme on l'a vu, si tu as des hauts niveaux de stress, ton corps il va privilégier la production de cortisol plutôt que celle de tes hormones sexuelles. Et je sais que c'est quelque chose que les gens, ils ont pas tendance à vouloir entendre, et je faisais partie de ces personnes-là. Mais le stress, c'est un très très gros point, et j'en parlerai dans d'autres épisodes. Mais ça inclut de ne pas manger assez, de trop s'entraîner ou de trop se pousser à l'entraînement. Ça inclut de ne pas gérer ses émotions, de ne pas croire en soi, de faire un travail qui ne nous satisfait pas. Et c'est pour ça que j'aime autant parler de bien-être de manière globale et de manière holistique, parce qu'il y a tout qui est lié. C'est pour ça que je montre sur Insta que j'écris beaucoup, que je fais des activités pour réguler mon système nerveux, que je modifie mes entraînements en phase lutéale, que je m'entraîne pas en phase menstruelle, que je travaille sur des projets et un business qui me passionne énormément. C'est aussi pour ça que je parle beaucoup de confiance en soi, d'écouter son intuition, de suivre ses rêves, parce que je suis convaincue que si on vit une vie qui ne nous satisfait pas, si on a peur du jugement, si on a peur de ce que les autres ils vont dire de nous, si on a peur de prendre de l'espace, si on a peur de dire ce qu'on pense, ça va aussi affecter nos hormones. Donc j'espère vraiment que cet épisode il t'aura aidé à voir l'équilibre hormonal et l'alimentation d'une manière différente. Et j'espère que ça t'a aussi donné espoir sur le fait que oui, tu peux soigner tes symptômes naturellement et que tu dois pas passer le reste de ta vie à détester ta phase lutéale et menstruelle. Oublie pas d'aller chercher ta ressource gratuite en description. Et si cet épisode il t'a plu ou il t'a aidé,
N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, comme ça je sais que je peux continuer et je dois continuer à créer des épisodes et du contenu sur ce thème-là. Oublie jamais que tu es suffisante, tu es capable et tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. On se voit dans le prochain épisode. Bye! Bye!